J'ai j'ai cette impression en fait que ma vie c'est une sorte de course. Une course effrénée. Exactement. Une course contre la montre, mais sans même savoir où est la ligne d'arrivée. C'est juste un enchaînement de tâches. D'automatisme. Oui, voilà. Le réveil, le café qu'on avale, les mails qu'on regarde déjà dans les transports, la journée de travail, les courses, les notifications qui vibrent tout le temps. L'agenda est plein, mais je me sens vide. Hmm. Et parfois, au milieu de tout ce bruit, une petite voix me demande: c'est ça le but. C'est tout. Franchement, la plupart du temps, je l'ignore. La question fait trop peur. Et puis on n'a pas le temps. On n'a jamais le temps. Mais ce malaise, cette impression de passer à côté, c'est partagé, j'imagine. C'est non seulement partagé, mais c'est sans doute l'une des expériences les plus universelles de notre époque. Ce sentiment que le scénario de notre vie a, en quelque sorte, été écrit par quelqu'un d'autre. La société, les attentes, Exactement, les attentes familiales, la pression du travail. Et on se contente de jouer un rôle, sans jamais se demander si le script nous convient vraiment. c'est tout à fait ça. Et pour notre discussion d'aujourd'hui, justement, on va se plonger dans une série de réflexions qui tracent ce cheminement. On va explorer ensemble ce qui se passe quand on arrête de fuir cette petite voie, que ce soit par choix ou parce que la vie ne nous laisse plus le choix. C'est intéressant parce que pour tenir le coup, justement, mon réflexe, c'est de me dire: bon, là, t'as bien mérité une récompense. La petite carotte. C'est ça. Le soir, après une journée éreintante, je m'effondre devant une série. Puis une autre. Le week-end, un bon resto, un peu de shopping. Des petites bouffées d'air. Voilà, des bouffées d'air qui font du bien sur le moment. Mais le lundi matin, le vide est de retour. Intact. Pourquoi ces compensations sont si peu efficaces? C'est la question essentielle. Parce que ça touche au cœur d'un mécanisme très très subtil. Les sources qu'on a sont claires là-dessus. Le problème, ce ne sont pas les plaisirs en eux-mêmes. Non, bien sûr. Un bon repas, un bon film, c'est formidable. Le piège se referme quand ils deviennent notre unique oxygène. Quand leur seule fonction est de nous anesthésier après une journée qu'on a subie. Pour nous donner la force d'affronter la suivante. C'est ça. Du coup, ce ne sont plus des sources de joie. Ce sont des analgésiques. L'image de l'oxygène unique est puissante. C'est comme vivre en apnée toute la journée et chercher de petites bouffées d'air le soir, juste pour ne pas se noyer. Exactement. Mais est-ce que cette vision n'est pas un peu culpabilisante? Parfois, sans ces pansements, on s'effondrerait bien avant. C'est une stratégie de survie, non? C'est une excellente remarque. Bien sûr que c'est une stratégie de survie. Mais les textes nous invitent à nous demander survivre à quoi et jusqu'à quand. Hmm. L'une des métaphores les plus parlantes de nos sources, c'est celle du pansement sur une fissure dans un mur porteur. Ah oui, je vois. De l'extérieur, la façade est impeccable, la maison est debout, l'agenda est rempli, les photos sur les réseaux sociaux sont souriantes. Mais à l'intérieur, la structure se fissure. Et le pansement cache la fissure, il ne la répare pas. Voilà, il donne l'illusion que tout va bien, ce qui permet de continuer. Mais la question de fond, celle de la petite voix, n'y aurait-il pas autre chose? Elle reste sans réponse. Ces plaisirs ne nourrissent pas, ils distraient. Et la fissure continue de grandir en silence. On continue comme ça en espérant que ça tienne, mais j'ai l'impression que ça ne tient qu'un temps. Autour de moi, les grands changements, c'est toujours déclenché par une crise. Oui, Il faut attendre que le mur s'écroule pour décider de reconstruire. Personne se réveille un mardi matin en se disant: tiens, et si je changeais tout? c'est souvent le cas en effet. L'un des concepts qui ressort de nos lectures, c'est celui de la notification pop-up impossible à fermer. J'aime beaucoup l'image. Vous savez, cette fenêtre qui s'affiche et qui bloque tout. Tant que vous n'avez pas cliqué, vous ne pouvez plus rien faire. Dans la vie, c'est souvent un choc qui joue ce rôle de bloqueur, un événement qui rend impossible de continuer à ignorer la fissure. Un électrochoc? Tout à fait. Et les exemples sont très concrets. Il y a d'abord la maladie. Ça peut être un truc bénin qui nous cloue au lit une semaine et nous sort de la routine, ou quelque chose de plus grave qui pulvérise nos certitudes. Le corps qui dit stop. Oui, le corps qui, soudain, se met à parler plus fort que les mails. On se retrouve dans des salles d'attente face à notre fragilité et les priorités changent. La deadline du dossier X devient soudainement dérisoire. Je vois. Mais j'entends l'idée du choc salutaire. Mais est-ce qu'on ne romantise pas un peu la crise? Un licenciement, une rupture, un deuil, pour beaucoup, ce n'est pas une brèche vers un éveil. C'est une catastrophe qui les laisse juste brisés. L'objection est juste et cruciale. Les sources ne disent pas que la crise est une révélation en soi. Elles suggèrent qu'elle est une interruption forcée du bruit. D'accord. C'est ce que l'un des auteurs appelle un coup de frein brutal qui fait voler en éclats le scénario bien huilé.
Quand on perd son travail, on perd plus qu'un revenu. On perd une routine, une identité. Un cadre? Exactement. Un agenda qui nous disait quoi faire de 9 heures à 18 heures. Et dans ce vide soudain, souvent angoissant, il y a un espace qui se crée. Pour certains, il sera rempli par la panique, c'est normal. Mais pour d'autres, c'est là que la petite voix, jusqu'alors étouffée, devient un cri. Donc la crise, ce n'est pas le réveil. Mais ça peut être le réveil matin qu'on ne peut plus ignorer. D'accord. C'est une perspective assez terrifiante, quand même. Faut-il vraiment attendre que notre vie déraille pour se poser les bonnes questions? Il n'y a pas une voie plus douce? Heureusement, si. Et ça, c'est un point vraiment important qui ressort de nos lectures. Il existe des déclencheurs beaucoup plus subtils, mais tout aussi décisifs. Parfois, le changement ne vient pas d'un grand fracas, mais d'une petite résonance intérieure. C'est-à-dire? On peut un jour tomber sur un livre par hasard, on entre dans une librairie pour acheter un polar et on repart avec un récit de philo, ou un ami nous envoie un lien, une vidéo, un article. Un truc qu'on lit distraitement. Voilà, on le lit d'un œil distrait. Et soudain, une phrase nous percute. Ça m'est personnellement arrivé d'ailleurs. Un simple livre de poche acheté dans une gare et certaines phrases résonnent encore aujourd'hui. Ce n'est pas un choc, c'est une graine. J'ai un peu de mal à croire qu'une simple phrase puisse rivaliser avec l'inertie de toute une vie. C'est un peu magique, non? Ça les semble, mais le mécanisme est logique. La phrase ne fait rien toute seule, elle tombe sur un terreau qui est déjà prêt. Ah, d'accord. Le sentiment de malaise, la fissure dans le mur, tout ça a déjà rendu le sol fertile. La phrase agit comme un révélateur. Elle met un mot sur un sentiment diffus qu'on n'arrivait pas à nommer. Et à l'extérieur, rien ne change. Rien. Le travail est le même, la famille aussi. Mais à l'intérieur, une suspicion est née. C'est cette pensée qui s'installe. Et si j'avais construit toute ma vie en oubliant l'essentiel? Ce doute, qui peut être angoissant, est décrit dans nos sources comme un excellent signe d'espoir et de santé intérieure. D'accord, donc, que ce soit par un choc ou par un murmure, une brèche s'ouvre. Mais ça doit être incroyablement déstabilisant. Qu'est-ce qui change concrètement? On plaque tout le lendemain pour élever des chèvres en Ardèche? C'est rarement aussi radical, en tout cas au début. Le mot qui revient le plus dans les textes pour décrire cette phase n'est pas « plus facile » ou « plus heureux ». C'est « plus honnête ». La vie devient plus honnête. Oui, on continue de jouer la pièce, mais on est devenu conscient qu'on est un acteur sur une scène. Et le décor, il n'a plus tout à fait la même saveur. Les choses qui nous motivaient avant perdent de leur pouvoir, c'est ça? Exactement. Le vernis s'écaille. Une promotion au travail, qui nous aurait comblé de joie 6 mois plus tôt, fait plaisir, mais ne suffit plus à remplir ce que les textes appellent un trou noir intérieur. Une soirée entre amis, même très agréable, peut laisser une impression de vide en rentrant. Et les possessions matérielles, une nouvelle voiture, un nouveau téléphone, ça semble soudain un peu vain, un peu creux. C'est comme si les couleurs du monde extérieur s'affadissaient un peu, pour nous forcer à regarder ce qui se passe à l'intérieur. C'est une très belle façon de le dire. Et c'est précisément dans ce moment de lucidité, souvent inconfortable, que les vraies questions émergent. On passe des questions pratiques, comment je boucle ce projet, à des questions fondamentales. Lesquelles, par exemple? Les sources en citent plusieurs, et elles sont vertigineuses. Il y a « qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie ?» C'est la grande question? Il y a aussi « qui suis-je au-delà de mes rôles de parent, de conjoint, de professionnel ?» ou encore « qu'est-ce qui compte réellement si tout devait s'arrêter demain ?» Et la plus percutante peut-être, est-ce que la vie que je mène est en accord avec ce que je ressens au plus profond de moi? Précisément. Ce sont exactement les questions qu'on passe sa vie à éviter en remplissant son agenda. Leur simple apparition doit être un séisme. C'est un tournant décisif. C'est la fin de ce que l'un des auteurs appelle l'hypnose du quotidien. On n'a encore rien compris, rien décidé. On est juste là, avec ces questions béantes. Mais le point crucial, c'est que quelque chose s'est réveillé. Et une fois que c'est réveillé, Il devient extrêmement difficile de se rendormir et de faire comme si de rien n'était. Le retour en arrière est quasi impossible. si j'essaie de résumer le parcours, tout part d'un rythme de vie qui nous déconnecte de nous-mêmes. On tente de combler ce vide avec des plaisirs pansements, jusqu'à ce qu'un événement, brutal ou subtil, fasse sauter le système. Et c'est là, dans le silence, qu'on est confronté à nous-mêmes, et aux vraies questions. C'est une synthèse parfaite. Le mot qui revient, c'est celui de réveil.
Ce n'est pas encore une solution, c'est un éveil à la question. Et à partir de là, la problématique change. La question n'est plus s'il faut changer, mais comment commencer à le faire. C'est le début d'un tout autre voyage. C'est exactement ça. Le début du vrai voyage. Et toutes nos sources s'arrêtent plus ou moins sur ce constat. Quelque chose s'est réveillé. Ce qui ouvre une dernière piste de réflexion, une pensée à laisser mûrir. Je vous écoute? Une fois que ces questions ont émergé, le plus grand défi n'est peut-être pas de se précipiter pour trouver des réponses. Le défi, c'est peut-être d'abord d'accepter de vivre un temps avec le vertige qu'elle provoque. Accepter de ne pas savoir et de résister à la tentation de remplir à nouveau le silence avec le bruit. Apprendre à rester dans l'inconfort de la question. C'est peut-être ça, la toute première réponse.